vais vous parler de comment est-ce qu'on peut automatiser des side projects. Ce que je veux dire par là, c'est pas comment est-ce qu'on peut juste avoir une idée, tout est construit et déployé automatiquement sans qu'on ait rien à faire, mais comment, quand on a fait un side project, on peut s'assurer qu'il continue d'être plutôt automatiquement maintenu, même si on y retourne 3 mois plus tard. Je me présente, je m'appelle Tim Carey. Aujourd'hui, je suis formateur de prise de parole en public à destination des développeurs et développeuses, et je me qualifie aussi de indie hacker. C'est-à-dire que j'essaie de créer des petits sites, des petites applications avec un scope assez réduit que je peux maintenir tout seul en espérant me faire une petite rentrée d'argent passive avec. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fonctionne, mais je continue de persévérer. Ça veut dire que je crée pas mal de side projects comme ça et j'ai besoin, une fois que j'en ai fini un, de m'assurer que je puisse revenir dessus un petit peu plus tard sans qu'il soit tout pété. Vous pouvez me trouver sur Internet sous le pseudo Pixelastic, sur Twitter, sur GitHub. Je suis aussi co-organisateur de plusieurs meet-ups, les Tech Lunch, les Human Talks dont j'ai le hoodie ce soir, et je suis un ancien développeur advocate d'Algolia dont j'ai le t-shirt ce soir. Il y a un petit peu d'Algolia dans le talk, mais je ne suis pas là pour parler d'Algolia essentiellement. Les side projects, pour moi, ils vivent tous à peu près selon la même chronologie. On commence par avoir une super idée, donc on la développe, on la déploie et tout fonctionne parfaitement, c'est formidable. Et puis après, le temps passe. Et on doit revenir sur le projet à un moment parce qu'on a une petite typo à régler ou alors on a une nouvelle feature qu'on a continué d'apprendre sur le framework qu'on a utilisé, qu'on a envie de backporter sur le side project. On y retourne et il n'y a plus rien qui marche. Tout est cassé, vous essayez de lancer votre build, ça ne marche plus parce que les dépendances ne sont pas à jour ou ça marchait sur votre machine à l'époque mais vous avez changé de laptop entre temps et il n'y a plus rien qui fonctionne, personne n'arrive à lancer votre projet, pas même vous. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est pour ça que j'ai un blog que je n'ai pas mis à jour depuis des années parce que je ne peux plus lancer les commandes et qu'il faudrait que je le mette à jour sur un nouveau système juste pour ça. Mais comme là, je crée plein de side projects, j'avais besoin de m'assurer que je n'ai pas ce problème à nouveau. Donc sur le side project suivant, j'avais vraiment ça en tête je veux faire en sorte que si je dois revenir dessus 3 mois plus tard, c'est à peu près à jour et il n'y a rien qui est cassé. Donc pour ça, je vais vous donner un exemple, un vrai exemple d'un projet que j'ai fait. Et pour ça, j'ai besoin de parler d'une autre passion que j'ai à côté qui est beaucoup plus légère, qui est que je fais du jeu de rôle. Je suis maître de jeu de rôle, je joue à Donjons et Dragons tous les dimanches soirs avec des amis. Je suis le maître de jeu, mon rôle, c'est pendant les 3-4 heures où on est ensemble de leur raconter une histoire immersive dans laquelle ils ont envie de partager des aventures ensemble. Et mon rôle, c'est de faire quelque chose qui fait vraiment travailler leur imagination. Et pour ça, j'ai besoin d'inspiration. Mon inspiration, je la trouve dans des romans que je lis, je la retrouve dans des séries que je regarde, mais je la trouve aussi dans ce qu'on appelle des modules de jeux de rôle qui sont édités spécialement pour des maîtres de jeu et qui ont plein d'histoires extrêmement bien racontées qu'on peut jouer en 2 ou 3 sessions. Il y a une maison d'édition particulière qui s'appelle Paizo qui fait des super modules sous la gamme Pathfinder Society. Ils en ont sorti plus de 320, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Et il y en a des nouveaux qui sortent régulièrement tous les mois. Il y a un wiki fait par des fans, Pathfinder Wiki, sur lequel on peut trouver toutes les informations sur tous ces modules et sur plein d'autres choses. Moi, j'en ai lu pas mal, ça coûte quelques euros à acheter en ligne, j'en ai lu pas mal, je les ai trouvés super intéressants et c'est une grande source d'inspiration pour moi. Sauf que, après que j'en ai lu 10 et que j'ai besoin d'avoir un thème particulier pour mes joueurs ce soir, j'ai envie de leur faire une aventure de pirates en pleine mer où ils sont attaqués par un kraken géant ou une traversée du Grand Nord pris dans une toundra, une visite de ruines naines souterraines oubliées depuis longtemps et infestées par des orques et des balors. J'ai besoin de retrouver un petit peu ces modules selon des mots-clés qui vont faire fonctionner mon imagination. C'est quelque chose que j'ai fait souvent quand j'étais développeur advocate chez Algolia, c'est extraire de la donnée d'une certaine source, la mettre dans Algolia et me permettre d'avoir un moteur de recherche qui peut retrouver ça facilement. Algolia, si vous ne voyez pas ce que c'est un moteur de recherche en SaaS, c'est une API. Vous envoyez vos données au format JSON dessus et ça vous donne une API sur laquelle vous pouvez rechercher à l'intérieur de vos données. Ça vous retourne automatiquement les meilleurs résultats en quelques millisecondes. Ça s'intègre super bien avec la Jamstack. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez aller le voir, c'est mis en ligne sur gamemaster.pixelastic.com/society. Et si j'y arrive, je vais même pouvoir vous faire une petite démo. Non, j'y arrive pas. Ah. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une barre de recherche en haut. La liste de tous les éléments qui sont ici. Si je veux un scénario qui parle de pirates, j'ai tous ceux qui contiennent le mot pirate qui sont highlightés.
C'est ça, chaque caractère que j'ai tapé, c'est une requête qui est allée vers l'API Algolia et qui m'a affiché les résultats au retour. Ça gère la typotolérance. Si je tape Pirot, ça marche aussi. Et j'ai différents filtres sur le côté. Voilà à quoi ça ressemble. Globalement, c'est un site statique, c'est du HTML, CSS, JavaScript généré avec un générateur de site statique classique. C'est juste une page qui est mise en forme, qui est hébergée sur Netlify. Et quand on s'en sert, ça fait des appels à l'API Algolia directement dans le front-end. Ça marche très bien. Moi, je m'en sers régulièrement quand j'ai besoin de préparer des parties. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a régulièrement des nouveaux modules qui sont sortis. Et j'ai besoin qu'ils soient rajoutés dans mon index Algolia pour que ceux qui sont sortis ce mois-ci, ils se mettent automatiquement à jour sur mon site. Et que les librairies que j'utilise sur le front-end, le client d'API Algolia par exemple, s'il y a une nouvelle version qui est sortie qui corrige des nouveaux bugs, ou s'il y a une nouvelle version de mon générateur de site statique qui est sortie, ben j'ai envie qu'ils se mettent à jour automatiquement et qu'ils redéploient avec les nouvelles versions. Comme ça, si j'ai un problème à régler sur ce site dans 3 mois et que je fais un git pull, j'ai automatiquement tout qui est à jour avec les dernières versions qui ont été release sur NPM et je n'ai pas 12 montées de versions différentes à faire en même temps. Donc c'est ça que je veux. Je veux pouvoir avoir mes bibliothèques qui sont toujours à jour sans que j'ai rien à faire sur mon projet, et ma data qui vient d'une source extérieure qui est aussi toujours à jour sur le projet sans que j'ai rien à faire. C'était les objectifs que je m'étais fixés. Et bien sûr, je veux que ça se fasse tout seul, sans jamais rien péter du déploiement du site. J'ai commencé par splitter le site en 2 parties. Il y a une partie Society Website, c'est vraiment la coquille, le site statique, juste la page HTML, qui va taper l'API Algolia derrière. J'ai quelques dépendances en front, j'ai des dépendances pour la génération, mais elles ne sont pas importantes ici. J'ai des dépendances en front. Donc le client d'API Algolia, ça c'est la librairie Algolia pour afficher les widgets de recherche. J'utilise les eSizes qui me permettent de charger les images seulement quand elles sont dans le viewport, et Lodash parce que je me sers de Lodash tout le temps. De l'autre côté, j'ai Society Data qui est un module NPM qui ne contient que la donnée qui sera poussée dans Algolia. J'ai décidé de la release sous forme de module NPM au cas où quelqu'un d'autre veuille construire quelque chose avec. Il y a un module qui contient toute la donnée, toujours à jour de tous ces scénarios. Et bien sûr, le repository Society Data contient les scripts qui permettent de crawler le wiki et de mettre à jour ce fichier. J'ai mes 2 parties et c'est ces 2-là que je veux mettre à jour. Arrivé là, j'étais arrivé à un stade que j'appelle d'automatisation manuelle. C'est-à-dire que j'ai des scripts qui font tout le travail pour moi, mais j'ai encore besoin de manuellement lancer ces scripts au bon moment. Si je ne le fais pas, le site ne se met pas à jour. C'est-à-dire que côté website, il faut que je fasse de temps en temps un yarn upgrade latest pour avoir toutes mes librairies front et back qui sont mises à jour et un git push pour redéployer sur Netlify. Si j'oublie de le faire pendant 2 mois, mon site n'est pas mis à jour pendant 2 mois. Côté data, je m'étais fait un script qui va crawler le wiki, formater toutes les données au format JSON pour mettre à jour le fichier qui sera exporté par le module. Et ensuite, j'ai un yarn run Algolia qui prend ce fichier et qui va l'envoyer dans mon index Algolia pour que la recherche soit mise à jour. C'était un peu mon workflow. De temps en temps, il fallait au début que je fasse tous ces scripts-là en passant d'un repository à l'autre et ça mettait à jour mon site. Ce que je voulais, c'est que ça se fasse tout seul et que j'ai rien à faire. J'ai commencé, pour avoir le système qui met à jour les bibliothèques automatiquement, à utiliser Renovate. Renovate, c'est un bot sur GitHub qui est complètement gratuit, que vous pouvez installer sur un seul de vos repositories ou sur tous à la fois. Je vous conseille de le faire sur un à la fois parce que c'est extrêmement verbeux comme bot. Mais ce que ça fait, c'est que ça va lire votre package.json de votre repository, ça va regarder toutes les dépendances que vous avez, et pour chacune des dépendances, ça va comparer avec la version la plus récente sur NPM. Si jamais il y a une version plus récente sur NPM, ça va vous créer une pull request qui vous met à jour le package.json et le package lock ou yarn.lock si vous utilisez l'un ou l'autre. Vous recevez des pull requests pour vous dire tel nouveau module a été mis à jour. Dans mon cas, pour garder toute ma santé mentale quand je récupère les informations depuis un wiki, j'utilise un module qui s'appelle What the fuck Wikipedia, qui permet de crawler Wikipédia et n'importe quel wiki qui est sur le format MediaWiki pour en extraire les informations. Et donc j'utilisais la version 7.7.2 et Renovate a vu qu'il y avait la 7.8.0 qui était sortie, donc il m'a créé une pull request. Moi, j'ai besoin juste d'accepter la pull request pour avoir mes dépendances à jour. C'est un premier pas vers l'automatisation et je l'ai gardé comme ça pendant quelques semaines pour m'assurer que Renovate il fonctionnait bien, il faisait bien ce qu'il disait. Mais après, on peut le configurer pour le passer en mode complètement silencieux, pour lui dire me fais pas des pull requests et merge directement sur master quand il y a un nouveau truc qui est arrivé. Et on peut aussi lui dire groupe toutes les updates en un seul commit plutôt que de m'en faire un pour chaque update. Run seulement le week-end quand moi je suis en train de dormir ou seulement pendant les heures où moi je ne suis pas en train de travailler pour pas que ça me fasse trop de bruit.
On peut vachement bien le configurer. Au début, je n'avais pas complètement confiance, donc je l'avais passé en mode vraiment hyper verbeux pour voir tout ce qu'il faisait. Et au final, je me suis rendu compte qu'il faisait exactement ce que je lui demandais. Donc je l'ai passé en mode complètement automatique. Ça, c'est un peu flippant d'avoir un outil automatique qui fait des commits sur master sans qu'on regarde absolument ce qui se passe. Donc je me suis rajouté une deuxième protection en utilisant CircleCI. CircleCI, c'est une plateforme d'intégration continue, c'est équivalent à Travis, à Jenkins ou à GitHub Actions. J'ai essayé ces quatre-là. CircleCI est celui que je préfère pour la facilité d'utilisation et surtout la facilité de debugging. Et c'est entièrement gratuit aussi. En tout cas, pour mon usage, je n'ai jamais atteint les limites. Ce qui se passe avec CircleCI, c'est qu'on définit un script qui sera lancé à chaque fois qu'il y a un nouveau commit sur le repository. Et ce script, il peut soit finir avec un succès, soit finir avec un échec. C'est vous qui écrivez le script, donc c'est vous qui définissez ce qui correspond à un succès, ce qui correspond à un échec. Dans mon cas, j'ai une suite de tests et j'essaie de builder mon site. Et si jamais le build pète ou si mes tests pètent, c'est considéré comme un échec. Et Renovate, il va lire ce statut. Si jamais c'est un succès, il va merger sur master. Et si jamais c'est un échec, il ne va pas merger sur master, mais il va vous faire cette fois-ci une pull request en vous disant « J'ai pas réussi à merger ça sur master parce qu'il y a tel truc qui a pété, est-ce que tu peux regarder ?» Donc au moins, je m'assure que Renovate fait tout automatiquement, mais ne me casse rien. Et si jamais il y a quelque chose qui risque de péter, je peux le voir au sein de la pull request. Maintenant, Renovate, j'en suis hyper content, je le mets sur tous mes repositories. On a ça. On a toutes les bibliothèques qui sont mises à jour automatiquement. Maintenant, il faut que ma data, elle se mette à jour automatiquement aussi. Pour ça, on peut utiliser encore CircleCI selon une autre méthode, ce qu'ils appellent les scheduled runs. C'est plutôt que d'avoir un script qui se lance à chaque fois qu'il y a un commit sur le repository. On a un script qui se lance quand nous, on le définit. Exactement comme les triggers qu'on a vus avec IFTTT. Moi, j'ai dit, toutes les semaines, dans la nuit de lundi à mardi, tu me lances ce script-là, yarn run weekly update. Moi, je ne travaille pas le lundi, donc ma semaine, elle commence le mardi matin. Et donc, je veux que la nuit, juste avant que je commence à bosser, il lance ce script-là. CircleCI, ça se configure avec un fichier YAML, il y a un exemple sur le côté. Ce n'est pas hyper important de voir le détail. Ce qui est important, c'est de voir que ça, c'est la ligne cron pour dire la nuit de lundi à mardi toutes les semaines. Et il va me lancer yarn run weekly update. C'est le script qui va récupérer toutes les données depuis le wiki, les formater au format JSON. Si jamais il n'y a pas de changement, le script s'arrête. Si jamais les données ont été mises à jour justement depuis la semaine dernière, il va me créer une pull request. Sur moi-même, je vais me créer une pull request automatiquement sur mon propre repository qui m'indique ce qui a changé. Et quand j'ouvre mon laptop le mardi matin pour commencer à bosser, je vois ça et je valide ou non. Pourquoi je ne l'ai pas passé 100% automatique? C'est parce que je n'ai pas confiance moi-même 100% dans le code que j'ai écrit et que quand on crawl un site extérieur, il y a des centaines de raisons pour que ça puisse péter. Surtout quand on crawl un wiki qui est rempli par des gens et ils peuvent écrire n'importe quoi dedans. Donc mon site de crawling peut péter pour des tas de raisons différentes. Donc j'avais besoin de vérifier qu'il marche quand même. Si jamais le crawling ne marche pas, ça me crée une issue plutôt qu'une pull request pour me dire j'ai pas réussi à crawler, il y a telle erreur. Ça, je le fais en utilisant un module NPM qui s'appelle OctoKit, qui est un moyen d'interagir avec un repository GitHub et de créer automatiquement des issues, des pull requests, de réagir à plein d'événements. Donc c'est juste un script NPM qui est lancé par CircleCI, qui crawl les données et qui me crée une pull request à la fin. Donc c'est bon, j'ai ma pull request du mardi matin, j'ai plus qu'à la rebase, elle a mergé et elle est ajoutée dans le repository. Mais c'est juste la data qui est ajoutée dans le repository, ça ne veut pas dire pour autant que mon index Algolia est mis à jour. Il me manquait cette brique entre mon repo a été mis à jour, mon repo de données a été mis à jour avec les dernières données. Maintenant, je veux que ça aille dans Algolia. Et qu'est-ce que je mets entre les deux? J'ai utilisé des webhooks de GitHub. GitHub nous permet, sur tous les repositories que vous avez, il y a un onglet de configuration, vous avez des webhooks, vous pouvez réagir à des événements, exactement comme avec IFTTT, quand il se passe telle chose, va taper telle URL. Et donc j'avais un moyen de dire quand ma pull request est mergée, va taper telle URL et fait un truc derrière. Algolia ne propose pas malheureusement de point d'entrée qui veut dire va lire tel repository et mets-toi à jour, donc il fallait que j'ajoute un truc intermédiaire. J'ai utilisé CircleCI encore une fois parce qu'il y a un troisième moyen de déclencher un script avec CircleCI. Donc soit automatiquement quand il y a un nouveau commit sur le repo, soit avec un schedule run, soit en envoyant une requête HTTP GET sur un de leurs endpoints qui est correctement authentifié, on peut manuellement lancer un build. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai plugué mon webhook sur CircleCI qui lui me réindexe tout dans Algolia. C'est pas complètement vrai parce qu'il y a encore une étape intermédiaire, il a fallu que je remette une netlify function au milieu de tout ça.
parce que les GitHub Webhooks, ils sont hyper génériques. Ils sont fire à chaque fois qu'il y a une pull request qui est fermée, donc on n'en veut pas, ou mergée, on l'accepte, et pour toutes les pull requests. Et moi, je n'avais pas besoin que ce script soit lancé à chaque fois qu'une pull request était acceptée ou fermée, mais seulement, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse, c'est celle que j'ai créée automatiquement toutes les semaines. Donc, j'ai rajouté cette Netlify function au milieu, parce que le webhook, il envoie plein d'informations. Il me dit le nom de la pull request, depuis quelle branche, vers quelle branche, est-ce qu'elle a été mergée ou non, et je filtre. Il n'y a qu'un seul événement qui m'intéresse, et quand celui-ci arrive, alors j'envoie une requête à CircleCI qui réindexe dans Algolia. C'est un peu long, mais au final, ça fonctionne et ça fonctionne tout seul. Un gros problème quand on commence à avoir autant d'éléments dans tous les sens qui interagissent les uns avec les autres, c'est donc le debugging. Et là, il faut qu'on se fie à ce que chaque outil nous propose. On n'a pas un outil de debugging universel qui nous permet de voir exactement ce qui est en train de se passer. Si on veut débugger les GitHub Webhooks, GitHub nous donne une super interface qui est quand même assez bien faite, où on a l'historique de tous les webhooks qui ont été envoyés, où on peut les rejouer, on peut réenvoyer le même payload pour le tester de l'autre côté, et il nous montre l'historique exact des headers qui ont été envoyés et de ce qui a été répondu par le serveur. C'est bien foutu. Sur CircleCI, c'est aussi très bien fait. On peut, si jamais le job a pété et qu'on ne sait pas trop pourquoi, on peut se connecter à la machine pendant 1 heure en SSH pour pouvoir tester exactement ce qui peut ne pas fonctionner. Et ça, c'est quand même hyper pratique plutôt que de devoir relancer des builds à chaque fois en rajoutant des console logs pour voir ce qui peut casser. Et le dernier, c'est les Netlify functions. Comme l'a dit Kevin avant, c'est pas hyper facile de débugger des Netlify functions. Il nous donne une page de chaque function où tu es censé avoir le log, mais il a entre 2 et 5 minutes de latence entre ce que tu fais, donc c'est pas du tout utilisable à mon sens. Donc je l'ai complètement remplacé par un autre service externe qui s'appelle Sentry. Sentry, il faut le voir que c'est une librairie JS, c'est un gros try-catch qu'on met autour de notre code Netlify Function et qui prend toutes les erreurs, qui les envoie vers l'API de Sentry. Et ensuite, on a une belle UI pour pouvoir les voir, les filtrer. C'est beaucoup plus réactif que ce que fait Netlify Function. Une fois que tout ça c'est en place, ça c'est la partie un peu difficile de réussir à débugger tout ce truc-là, mais une fois que tout ça c'est en place, moi, quand j'arrive le mardi matin, je bois mon café, je regarde ma pull request, elle fonctionne, je la valide, et je continue d'aller travailler sur autre chose. Pendant que je dormais, le site web a été crawlé, mon repository s'est mis à jour, la pull request a été créée, et une fois que je la valide, il y a un webhook qui est envoyé, qui va taper une Netlify function, qui va taper CircleCI, qui va réindexer dans Algolia, et j'ai rien à faire, je suis déjà parti travailler sur autre chose. Le truc très important, je vais finir là-dessus, quand vous faites de la Jamstack et que vous avez plein d'éléments qui interagissent les uns avec les autres, c'est que c'est très important de le documenter pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parfois, c'est tellement magique la manière dont ça fonctionne que c'est trop magique et on ne sait plus comment ça marche. Donc je vous conseille vraiment de le documenter dans un README sur comment ça marche, ou encore mieux, faites un talk sur le sujet comme je suis en train de le faire, comme ça m'a forcé à vraiment être sûr que je comprenais ce qui était en train de se passer. Vous pouvez aller voir le site, je l'ai mis à jour pour qu'il soit responsive, vous pouvez même aller le voir maintenant si vous voulez. Et si vous avez des questions sur ce sujet, sur d'autres sujets, je suis disponible pour y répondre. Je trouvais que c'était un peu en over-engineering le day des data. Et je me demandais, parce qu'il y a plusieurs couches entre l'update et le webhook, le trigger du webhook. Je me demandais si c'était pas plus facile d'utiliser un Zap pour résoudre ça avec Algolia. Où est-ce que tu le pluggerais? En gros, webhook GitHub et directement sur un Zap Algolia. Donc quand je merge la pull request, ça lance un webhook qui va vers un Zap et qui lui, qu'est-ce qu'il ferait? Le Zap, il met à jour, je sais pas, mais je pense qu'avec Zapier c'est possible. Il lance, il réindexe sur la pull. Le truc, c'est que le webhook, il est hyper générique, donc il va fire pour chaque pull request que tu merges et pas uniquement celle qui met à jour la data qui m'intéresse. Donc ça risquerait de faire déployer le site à chaque fois qu'une pull request est mergée ou fermée, même s'il n'y a pas besoin en vrai de redéployer le site. Moi, je voulais que ce soit cette pull request particulièrement quand elle est mergée et pas quand elle est fermée. Il y a pas moyen de taguer la request pour... Il faudrait pouvoir écrire un peu de logique côté Zapier, donc de pouvoir dire si tel paramètre dans le post est égal à ça et tel autre est égal à ça, dans ce cas-là, envoyer. Ouais, mais au final... Je ne connais pas assez bien Algolia et les possibilités de Zapier pour savoir si c'est possible ou pas.
Mais je trouvais que c'était un peu long quand même. Bah, c'est vrai que ça rajoute une étape supplémentaire et on aurait pu le faire directement avec un zap. Ce que je reproche à des apps comme ça, c'est que ton code est hébergé dans la UI web de Zapier, alors que là, tout le code qui est utilisé pour faire ça, il est dans le même repository. La config CircleCI, elle est là, les Netlify functions, et le site en lui-même, et le script qui pousse vers Algolia, tout est au même endroit. Et c'était un de mes objectifs, c'est tout est dans ce repository, et tu n'as pas un truc qui se balade ailleurs que tu peux configurer que au travers d'une UI. Je pense qu'il y a peut-être un moyen de s'en passer des Netlify functions. CircleCI, tu peux les déclencher quand tu as un merge dans master, simplement. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu filtres par rapport à d'autres choses, mais quand tu merges dans master, CircleCI te propose presque les mêmes données que Netlify functions quand tu merges. Quand tu merges dans master, pas seulement quand tu commits sur master, quand il y a vraiment un merge. Bah, tu peux déclencher un job sur CircleCI et vérifier toi-même que c'était un merge et pas un commit. Bah, j'ai essayé cette piste-là, à moins que je n'ai pas trouvé correctement la solution. Le problème de CircleCI, c'est qu'il a connaissance que des événements Git, pas des événements GitHub. Donc il sait quand est-ce qu'une branche a été créée ou une branche a été mergée, mais il n'a pas conscience qu'il y a une pull request qui a été mergée. Et donc, j'arrive pas à catcher correctement le bon événement qui correspond à quand ma pull request a été mergée. J'ai essayé un peu, j'ai passé quelques heures dessus, j'ai pas réussi. Je me suis dit, je vais passer par ailleurs. C'est pas quand tu commits dans master au final J'ai toujours ce problème, dans ce cas-là, ça risque de se lancer à chaque commit sur master. Chaque fois que je vais créer un commit sur master, parce que j'ai mis à jour les scripts qui permettent de télécharger, mais j'ai pas mis à jour la data. J'ai pas envie que ça refasse un déploiement parce que c'est pas la peine. Je pourrais, ça me coûte rien, mais j'ai envie de le lancer que quand c'est nécessaire. Donc c'est vrai que c'est peut-être over-engineering à ce niveau-là et que je pourrais me permettre de faire des déploiements qui servent à rien parce que rien n'a changé et simplifier le code de ce côté-là. Peut-être en mettant une branche spécifique sur les PR de data. Il y a eu un nom de branche spécifique, mais j'arrive pas à catcher cet événement comme quoi la branche Weekly Update a été mergée sur Master. J'arrive pas à catcher ça juste avec les infos de CircleCI. Mais si vous savez faire, ça m'intéresse. Ouais. C'est quoi le principal intérêt d'avoir tes dépendances toujours à jour dans un projet qui est front comme ça? Il y a deux intérêts pour moi. Le premier, c'est quand je reviens sur ce projet dans 2 mois, je sais que j'ai à peu près les dernières versions de tout. Enfin, j'ai oublié de le dire, mais Renovate, je lui fais merger que les mises à jour de patch et mineurs, pas les majeurs automatiquement. Les majeurs, il me fait des pull requests parce que ça va forcément péter quelque chose. Mais donc quand je reviens sur le projet, je sais que j'ai la dernière version avec les derniers bug fixes, avec les dernières features, les dernières optimisations, les dernières failles de sécurité corrigées. Comment ? Il y a peu de risques que ça casse en fait. Il y a peu de risques que ça casse. Il y a toujours, parce que c'est très dépendant de si les gens suivent bien le semantic versioning de leur package et de moi si j'ai des tests pour catcher le fait qu'il y a un truc qui a pété ou pas. Aujourd'hui, j'ai pas de test end-to-end par exemple. Si le build fonctionne, ça déploie, mais j'ai rien qui me vérifie que le site il ressemble à ce qu'il devrait ressembler. C'est un truc qu'il faudrait que je rajoute. Il y avait une autre question. C'est ma question justement, couverture de test côté front, parce que c'est vrai que dans les side projects, souvent on laisse ça tomber. Et dans ton cas où tu veux tout mettre à jour et savoir que ça ne pète pas, donc je me demandais si c'était pertinent. Moi, il y a un peu j'ai des tests unitaires essentiellement, puisque dans la manière dont les éléments sont affichés, il y a un petit peu de logique qui est testée sur, par exemple, bêtement, mais chaque module, la communauté vote sur lesquels sont les meilleurs, donc j'ai un rating. Et en fonction de s'il est plus ou moins populaire, je vais l'afficher d'une couleur différente. Il y a une logique derrière qui n'est pas très compliquée, mais qui est testée. Et c'est ces tests unitaires-là qui passent. Et après, je m'assure que le build fonctionne. Genre, j'ai des templates qui sont en pug. Si jamais j'ai fait une erreur dans mon pug, le build va péter et au moins ça ne déploiera pas. Mais ça ne va pas plus loin. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. L'autre côté, le repository de data, tout le truc qui crawl et qui s'assure que j'en extrais les bonnes données, ça, c'est testé énormément. Oui, vu que tu crées souvent des nouveaux projets, est-ce que tu as mis en place des outils de provisioning automatique qui créeraient le repo, qui créeraient l'app Netlify, etc. Oui, je me suis créé un outil qui pour le moment ne me sert qu'à moi, mais qui est open source, qui est sur GitHub, qui me permet de faire un scaffolding d'application. Donc ça
Ça m'installe automatiquement tous les outils que j'utilise toujours, donc Babel, Jest, Prettier avec les bonnes configs, Stylint, ESLint, la config Renovate, la config CircleCI, plein de trucs comme ça je les ai testés, je les ai essayés plein de fois et j'ai plus qu'à lancer ma commande et ça me crée le repository avec déjà tout l'écosystème dans lequel moi j'ai l'habitude de travailler. Comme tous les projets que je fais, je suis le seul à les maintenir, je suis tout seul dessus, ça me fait gagner énormément de temps d'avoir cette uniformité. C'est un truc dont je pourrais parler une autre fois si ça peut intéresser d'autres personnes. Un truc qui est intéressant avec Renovate, c'est donc il te propose pas mal d'outils de configuration. Tu as un Renovate RC où tu mets plein de configs, comment est-ce que tu veux, à quel moment, si tu veux que ce soit que les majors, que les mineurs, etc. C'est très très fortement configurable et tu peux même te créer un propre repository dans lequel tu as juste ta config Renovate et linker cette config dans tes autres projets. Comme ça, quand tu mets à jour ta config Renovate globale, tous tes projets profitent de cette config Renovate d'un coup, et c'est ce que je fais. Je peux tous les passer en verbeux ou en silencieux d'un coup, juste en modifiant celui vers lequel ils sont liés. S'il permet de les regrouper, genre tout le mise à jour Babel dans une seule bureau. Ouais. J'utilise un autre bot, je ne sais plus les noms. C'était celui acheté par GitHub à un moment, mais il ne permet pas. Des pannes de bot? Ouais. Mais c'est pratiquement impossible à utiliser maintenant, surtout en front, parce que tu as une mise à jour Babel et tu as 10 pull requests qui s'est fait. Bah, par défaut, Renovate est un peu au courant de l'écosystème, donc il y a des repositories connus comme Babel, comme Lerna, enfin des trucs qui sont en monorepo. Il sait que c'est des monorepos, et du coup il va te mettre à jour tout d'un coup parce qu'il le sait. Après, il y a d'autres systèmes comme ESLint, c'est pas un monorepo, mais il y a des centaines de plugins différents qui sont chacun dans des repos différents. Et tu peux configurer Renovate pour lui dire si ma dépendance elle match ce pattern ou si c'est cette liste exacte de trucs, groupe-les tous ensemble. C'est complètement gratuit Renovate, je l'utilise partout, ça fait des tas de trucs, ça fonctionne super bien. Je sais pas à quel moment je vais taper la limite où ça va devenir payant, mais c'est marqué qu'ils veulent le garder gratuit pour toujours. Et ça marche vraiment super bien. Du coup, tu le fais marcher avec Lerna, toi, dans ton monorepo? Là, non. J'utilise Lerna sur un autre projet, mais pas sur celui-là. Ça, c'est vraiment ces deux repositories qui sont liés l'un et l'autre, mais qui ne sont pas sous un monorepo. C'est vraiment deux repos distincts GitHub. Pour la partie débugage, tu utilises quel outil? Que ce soit débugger le front ou que ce soit pour la capture des logs, le stockage des logs, etc. Tu passes... Une fois que c'est déployé, j'utilise Sentry pour tout ce qui est Netlify Function. Qui capte absolument toutes ces erreurs-là. Si j'ai des erreurs sur mon front, j'en sais rien. J'ai rien mis en place. Par contre, quand je travaille en local, Netlify a un outil qui s'appelle Netlify Lambda, qui permet de lancer les lambdas en local pour pouvoir les tester. Ça marche bien dans 90% des cas, mais il faut faire attention parce que ça ne réplique pas exactement les conditions dans lesquelles ce sera déployé. Par exemple, les headers qui sont envoyés à tes requêtes ne sont pas les mêmes que les headers que tu recevras une fois que ce sera réellement déployé. Tu ne peux pas vraiment t'en servir pour avoir des informations de contexte. Ce qu'il faut savoir avec les Netlify Lambda, c'est que ça a beau être Netlify, par derrière c'est vraiment des AWS Lambda. Et ta Netlify Function, donc tu as un repository avec un site statique à l'intérieur duquel tu as des Netlify Functions et tu pushes ça sur Netlify, il va t'héberger les deux. Mais elles n'ont aucune conscience qu'elles sont liées. Quand tu es dans ta Netlify Function, tu peux aucunement avoir accès aux fichiers statiques, à moins que tu les aies déployés dans la Netlify Function. Donc c'est pas du tout hébergé au même endroit, c'est pas sur les mêmes serveurs, ça n'a aucun contexte partagé entre les deux, c'est vraiment deux entités différentes. Ça m'avait un peu pris au dépourvu au démarrage. Donc ça me nécessite, quand je crée des Netlify Functions qui doivent afficher des pages, ça m'arrive parfois, il faut que je package les pages deux fois, une fois pour le site statique et une fois pour le truc dynamique.